Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. 1h30 de débat, de discussion, d'échange autour de l'actualité du jour avec un seul numéro, vous le connaissez, 0826 300 300, les réseaux sociaux aussi, où bien sûr vous êtes interrogé, vous êtes amené à y réagir, et puis l'application de Sud Radio. Pour le programme de cette matinée, les pourboires. Les pourboires, vous êtes peut-être habitué à la tirelire sur le comptoir en sortant du restaurant, ou à la petite coupelle sur le bout de la table quand on glisse l'addition, fouiller dans sa poche, glisser les quelques euros qui nous restent quand on n'avait pas fini de payer la baguette de pain. Bref, figurez-vous que si c'est un geste très français, c'est aussi un geste en voie de disparition. Et oui, depuis le Covid et la disparition de la monnaie, les grands pourboires dématérialisés, non seulement on va peut-être arrêter la défiscalisation des pourboires pour la plupart des serveurs et des restaurateurs, et puis surtout, on n'est plus habitué. Et pour les serveurs qui étaient ravis peut-être d'avoir un petit complément de revenus, ou même les restaurateurs où c'était un argument en plus de se donner un peu au boulot, peut-être que cette tradition va tout simplement disparaître. Est-ce que vous, c'est votre cas, 0826 300 300, ou au contraire vous êtes un résistant dans l'âme sur cette question des pourboires et vous ne manquez jamais de donner un petit billet de 5 euros, une petite pièce de 2 quand vous sortez du restaurant? J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Ce sera dans une petite heure. Et puis la journée du citoyen militarisé, c'est comme ça qu'on va désormais appeler la fameuse journée de défense du citoyen. Vous savez, tous les jeunes gens, comme on le dit à une autre époque, plus maintenant, mais les jeunes gens entre 16 et 25 ans étaient amenés à être confrontés au monde militaire. C'était surtout une journée de droit civique en réalité. Là, on change de méthode. Le but, avoir une journée type dans la peau d'un soldat. Marseillaise, levée du drapeau, formation militaire, stratégie même géopolitique. C'est la volonté du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a évidemment cette idée derrière, renforcer les rangs de la réserve pour affronter le monde difficile de demain. Et il faut le dire, partout en Europe, c'est quelque chose qui se multiplie. La question qu'on vous pose, 0826 300 300, journée du citoyen militarisé, est-ce la solution pour former nos jeunes? Mais, mesdames, messieurs, là, le sujet qui va nous intéresser, c'est le séisme de ces dernières heures. On va en discuter avec vous, Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Baptiste Ménard, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur et ancien député. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Lucas Planaverne, journaliste au journal du dimanche, et Jacques Millard, maire de Maisons-Laffitte et auteur de Bye Bye Démocratie. On va en discuter tous ensemble, mais avant, sur cet accord entre Donald Trump et Ursula von der Leyen, c'est vrai que c'était clairement l'annonce de la nuit. Le président américain qui l'a dit, c'est le plus important de tous les accords. Ursula von der Leyen, qui était quand même un peu palo, on va le dire gentiment, à côté du président américain, il se rejoignait en Écosse, et elle a dit oui, alors c'était dur, c'est peut-être juste, mais c'est vrai que c'était un accord très dur. Le but, taux de plafond, 15% pour la majorité des exportations européennes. On rappelle qu'avant le 1er août, la volonté du président américain était de 30%, et 15% donc sur les automobiles, mais il y a quand même des mais. Rien sur les produits pharmaceutiques, rien sur les métaux, rien sur l'aluminium et l'acier, enfin aucun changement, c'est-à-dire taxe à 50%, et aucun médicament concerné. Le tout avec des promesses d'investissement absolument considérables de la part des Européens en direction des États-Unis. Jacques Millard, comment vous regardez cet accord? Est-ce que le maire que vous êtes est satisfait? Vive Ursula von der Leyen, Jacques. C'est pas de mal à veille, que je dirais vive Ursula von der Leyen. En réalité, on est cocu dans cette affaire. On est cocu, battu, ça commence bien. Cocu, et on est content. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème majeur. Bien évidemment, il n'y a aucune contre-mesure. Et on voit très bien que Bruxelles a travaillé essentiellement pour Berlin avec justement la crainte d'être taxé pour ses voitures, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Cela montre les limites du jeu européen dans lequel... je rappellerai le fameux mot de Foch qui disait « Depuis que j'ai commandé une coalition, j'admire beaucoup moins Napoléon ». Eh bien, c'est tout à fait ça. En réalité, on voit très bien aujourd'hui que l'Union européenne est devenue un carcan. Un carcan. Oui, un carcan. Vous ne trouvez pas, contrairement à tout ce qu'on peut entendre, qu'au contraire, elle a réussi à limiter la casse? Mais le problème n'est pas d'avoir limité la casse, c'est de savoir quelles sont les contre-mesures que l'on va prendre, et on va quand même pas se laisser mener en bateau en permanence par un fou de Washington. Enfin, il commence à y avoir un certain nombre. Elle dit très justement que l'Union européenne est la première puissance commerciale au monde. Eh bien, qu'elle le montre.
et qu'elle ne reste pas passive et qu'elle ne se félicite pas de cette affaire, de cette fait baiser. Ah oui, d'accord. Alors Jacques, merci de votre... Je crois que Jacques a tout dit. Oui, Jacques, voilà, merci Jacques. On va peut-être arrêter là parce que Jacques a dit l'essentiel. C'est là le parler vrai de Sud Radio. Lucas Planavin, comment vous observez ce qui s'est passé hier en Écosse entre la présidente de la Commission européenne et le président américain Donald Trump, sachant que Jacques le disait, c'est 1700 milliards d'euros d'échanges commerciaux entre les deux puissances. Oui, sur le fond, je suis globalement d'accord avec Monsieur Millard. C'est sûr que c'est l'illustration encore une fois que le mythe de la protection européenne est un mythe justement. On voit bien qu'Ursula von der Leyen se satisfait de cet accord alors qu'il y a une augmentation. On voit bien également que la Grande-Bretagne à elle seule a négocié un meilleur accord que les 27 pays de l'Union européenne. Il y a également, il faut l'évoquer parce que c'est important, la question des investissements qui ont été concédés par la France aux États-Unis, la question de l'achat d'énergie et notamment de gaz naturel liquéfié. Il faut préciser que dans ce gaz naturel liquéfié, 750 milliards de dollars promis, en tout cas par Ursula von der Leyen, en direction du continent américain, rien que sur les énergies, avec l'argument bien sûr de dire qu'on va remplacer comme ça les énergies russes, et 600 milliards d'investissements aux États-Unis sans préciser lesquels. Alors, le tout en promettant énormément d'achats militaires. On brade, donc la souveraineté européenne. On brade encore une fois notre souveraineté énergétique. Alors on remplace la dépendance russe par la dépendance américaine. Je suis pas sûr que ce soit forcément positif. Il faut dire que dans ce gaz naturel liquéfié, il y a du gaz de schiste, donc un désastre écologique dont l'extraction est d'ailleurs interdite en France. Donc encore une fois, on importe ce qu'on interdit, dont on interdit la production sur notre sol. Maxime, vous l'évoquiez, la question de l'acier, un secteur très en crise en Europe. On sait qu'en France, il y a le cas inflammable d'ArcelorMittal qui a annoncé récemment des centaines de suppressions d'emplois en France. On voit que les taxes restent à 50% sur la métallurgie. Pendant ce temps, métallurgie qui est déjà totalement au sol au niveau européen, ça n'existe plus. Et pendant ce temps, Trump change le secteur aux États-Unis et donc ArcelorMittal investit de plus en plus aux États-Unis. Je suis assez d'accord. On voit encore une fois que l'Union européenne ne permet pas de protéger les intérêts des pays de l'UE et notamment de la France. Alexandra Spinner, est-ce que vous êtes un peu plus positif sur ça ou est-ce que vous voyez peut-être des lueurs d'espoir qu'on n'a pas réussi, nous, encore à déceler dans ce débat ? Écoutez, en tout cas, j'observe que tous les commentateurs n'y ont vu aucune victoire de l'Europe. On voit bien qu'on est coincé entre une Amérique qui édicte ses règles, la Chine qui est dans le dumping à mort, et nous, on est là avec nos petits bras et on est un petit peu... oserais-je dire ridicule. Voilà, c'est quand même assez triste. Vous avez le droit de le penser. Oui, je le pense très sincèrement. Je trouve que c'est assez triste en réalité, parce que encore une fois, on a capitulé. On a capitulé. 0826 300 300. Est-ce que vous aussi vous pensez qu'on a capitulé face à Donald Trump ou au contraire, vous êtes sans doute dirigeant d'une petite PME, TPE, vous faisiez. Oh là là, quel scandale. vous faites du scandale. Vous faites du commerce tout simplement avec les États-Unis et vous vous réjouissez de ne pas être, on va dire, impacté plus que cela par les droits de douane américains et de n'être taxé, en réalité, je mets des guillemets, qu'à 15%. Vous avez le numéro, l'application Sud Radio ainsi que les réseaux sociaux. Baptiste Ménard, vous êtes le président de l'Union républicaine, le membre du Conseil national du Parti socialiste et adjoint au maire de Mons-en-Barœul. Est-ce que vous décelez quand même un petit point positif dans tout cela ? Après tout, Ursula von der Leyen et Donald Trump se sont rencontrés, c'est déjà pas mal. Malheureusement, je crains que non, puisque c'est en effet, on a le sentiment que ce n'est pas un accord, mais une reddition. Cela alimente d'ailleurs le sentiment d'impuissance des responsables politiques et ça c'est très inquiétant dans le contexte que nous connaissons parce que moi je vois depuis ce matin les déclarations des membres du gouvernement de monsieur Haddad, de monsieur Saint-Martin, enfin que n'ont-ils fait ou que n'ont-ils dit pour que l'accord encore une fois, donc la reddition ne soit pas avec ce contenu-là. Donc effectivement c'est très préoccupant et ça pose des questions majeures auxquelles nous avons peu l'occasion de débattre dans notre pays, mais c'est la question de la souveraineté européenne. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous passons d'une dépendance russe. Non, mais c'est cela le problème, c'est que là, il serait temps de s'y mettre.
y compris dans le contexte international que nous connaissons. Je ne reviens pas sur tous les conflits et aussi la nouvelle donne depuis le retour aux responsabilités de Donald Trump. Donc ça nous confère une responsabilité. Et là, on a le sentiment qu'effectivement, Madame von der Leyen est un petit peu dépassée par les événements. Il n'y a visiblement pas que Ursula von der Leyen qui est dépassée par les événements. Vous parliez du ministre des Affaires européennes, Benjamin Haddad, qui a dit que ça apporte une stabilité temporaire, mais c'est un accord déséquilibré, contrairement au chancelier allemand, qui se dit soulagé. Lucas Planaverni. C'est vraiment une formule, c'est vraiment une formule macroniste, oui, ça. C'est vrai, ça ne veut rien dire. C'est du en même temps. Voilà, n'importe quoi. Stabilité temporaire. Je voulais parler de la réception politique justement de cet accord. On voit que depuis hier soir, à l'unisson, toute la classe politique crie au mauvais accord. J'ai vu au Parti socialiste notamment qu'on parlait de Munich commercial. Alors j'entends, mais il faudrait tout de même rappeler... Munich commercial, quand même. Il faudrait tout de même rappeler qu'au début du mois, il y a eu une motion de censure au Parlement européen contre Ursula von der Leyen. Cette motion de censure a été votée par les Républicains en France, par le Parti socialiste. Les députés, les eurodéputés insoumis étaient absents de l'hémicycle à ce moment-là. Finalement, il y a seulement le Rassemblement national et Reconquête qui ont voté pour la censure d'Ursula von der Leyen. Donc voilà, maintenant on voit. C'est aussi un jeu que payent la plupart des partis politiques au niveau européen. C'est un jeu et après cet accord, on voit qu'il y a encore un concours de postures politiciennes et il serait peut-être temps d'arrêter les postures politiciennes justement et d'agir en conséquence. Jacques Millard, je vous vois lever la main depuis tout à l'heure. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Baptiste. Bon, premièrement, la souveraineté européenne, comme disait l'autre, c'est en attendant Godot. Je voudrais dire on sait comment ça se finit en attendant Godot, mon cher Jacques. Oui, bon, en attendant Godot, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les mythes, les utopies, n'est-ce pas? Deuxièmement, il y a beaucoup plus grave que cela. C'est que von der Leyen, elle a marché pour l'Allemagne. Et on le voit dans la réaction du chancelier. Bah oui, soulagé. Oui, et puis étrangement, ça, c'est grave, étrangement, le premier secteur de négocier, c'est l'automobile. Elle ne défend pas les intérêts de l'Europe, elle est tout à fait partiale, et donc ça, c'est grave, et ça pose un problème majeur. Est-ce que vous êtes d'accord autour de la table, Baptiste Ménard, parce que c'est à vous d'une certaine manière que répondait Jacques. C'est vrai, si le Parti socialiste est si opposé à tout ce que peut faire peut-être l'Europe sur l'énergie, l'Europe sur peut-être les politiques migratoires, l'Europe vis-à-vis de Trump, pourquoi n'a-t-il pas censuré Ursula von der Leyen quand c'était possible? Pour répondre à Jacques Millard, j'ai quand même une petite question. Qui a permis la réélection de Madame von der Leyen? Oui. Voilà. Non, mais attendez. Donc voilà, je le dis sous forme de clin d'œil, mais en étant quand même un peu sérieux, parce que, si vous voulez, on peut tous les uns et les autres se renvoyer la responsabilité. Il y a eu des élections européennes, le Parti socialiste européen a défendu des options. Je suis le premier à le regretter, mais en même temps, il faut bien constater les résultats des élections. Nous ne sommes pas majoritaires au Parlement européen et nous savons bien comment fonctionne le Parlement européen et les institutions européennes sur la base du compromis. Le problème, c'est que par moment, nous avons le sentiment que le compromis sonne plutôt comme une compromission. En l'espèce, la question qui a été posée par la situation dans laquelle nous sommes, de par le choix effectué par Madame von der Leyen, pose des questions, et peut-être je suis utopiste, mais la question de la souveraineté européenne est majeure. Quand même, dans un monde où nous voyons le retour des empires puissances, moi ça me pose un vrai problème d'être dépendant sur le plan énergétique d'une puissance puis d'une autre, sans que à aucun moment nous nous posions la question de comment nous nous mettons en situation d'être autonomes. Moi je pense que c'est une véritable question et ce n'est pas une question utopique. On n'en dirait pas autant. Qu'est-ce que vous disiez, Jacques Millard? Je disais que si on avait une politique étrangère autonome et cohérente, on ne serait pas dans la mouise où on est aujourd'hui. C'est vous l'utopiste, en fait, Jacques Millard. C'est pas Baptiste Ménard. Je ne suis pas un utopiste. Moi, je sais où sont nos intérêts et j'ai pas pour, je dirais, je les défends. Et il y a un problème. C'est que il est clair que si on croit qu'on a une planche de salut avec l'Europe, c'est une erreur. Car il n'y a aucune corrélation entre la taille et la puissance. Et c'est une question de cohérence interne. Et est-ce que vous, pardon Jacques, et je lance comme ça la poursuite du débat, et je vous pose la question, tenez, auditeur de Sud Radio 0826 300 300, est-ce qu'on aurait dû y aller seul? Comme notamment le Royaume-Uni, comme on le sait, l'Allemagne avait passé un petit coup de fil aussi à Donald Trump. Est-ce qu'on aurait dû fonctionner ainsi plutôt que de faire Alexandra Spinner? Oui, avant de défendre l'Europe, je pense qu'il faut défendre la France. Et souvent ici, avec vous, on est en train de débattre de souveraineté, parce que la vraie question, elle est là, c'est de défendre la souveraineté
française. Et je suis tout à fait d'accord sur la question de la souveraineté énergétique, de la souveraineté industrielle. Je pense qu'une question qui est également très importante, c'est la souveraineté des peuples européens, la souveraineté démocratique. C'est tout le problème de cette Union européenne. On constate qu'on a des élites technocratiques européennes qui souvent votent des lois, passent des accords qui vont à l'encontre non seulement de ce que demandent les peuples européens et de ce qui est bénéfique aux peuples européens. Donc je pourrais revenir sur le traité de Lisbonne, sur le référendum bafoué en France, et on voit bien que 20 ans plus tard, c'est toujours la même chose. C'est toujours une élite des personnes qui ne sont même pas élues comme Ursula von der Leyen qui décide pour un peuple qui en paye le prix. 0826 300 300 dans un instant, on va poursuivre ce débat. Est-ce que vous voulez au contraire peut-être saluer la position non pas de Donald Trump, enfin si, peut-être certains ont envie de la saluer, mais celle d'Ursula von der Leyen. Elle est allée confronter le président américain, une heure pile de négociation entre elle et lui, alors qu'il ne devait pas se voir. Donald Trump refusait de la recevoir. Est-ce qu'elle a réussi peut-être à limiter la casse, Ursula von der Leyen? On devait avoir 30% début août, ça ne sera que 15%. Alors certes, des secteurs sont encore incertains, notamment les produits pharmaceutiques, certains médicaments, les métaux, l'aluminium, l'acier. Vous êtes peut-être entrepreneur. Il est hors de question, vous, que vous supportiez les 30% de droits de douane américains, ou 15%, c'est un immense ouf de soulagement. Venez nous en parler. 0826 300 300, application, réseaux sociaux de Sud Radio. Je vous attends. Vous savez que c'est votre émission et c'est votre radio. À tout de suite sur Sud Radio. Toujours en compagnie d'Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, Baptiste Ménard, président de l'UR républicaine, membre du Conseil national du PS et aussi adjoint au maire de Mons-en-Barœul, Lucas Planaverne, journaliste au Journal du Dimanche, le fameux JDD, et Jacques Millard, maire de Maisons-Laffitte et auteur de Bye Bye Démocratie. Toujours dans ce débat qui continue, on a bien fait de l'avoir parce qu'à l'instant, le Premier ministre de la France, mesdames, messieurs, François Bayrou, dénonce cet accord. Il le dit sur Twitter, c'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts se résout à la soumission. Les mots sont forts, jour sombre et soumission. Baptiste Ménard, c'est presque un communiqué du PS là. Je ne savais pas que François Bayrou voulait adhérer au Parti Socialiste, même si tout le monde est bienvenu. Non, plus sérieusement, c'est quand même un peu... justement, ça manque un peu de sérieux. Ce sont quand même les membres de son gouvernement, Monsieur de Saint-Martin, Monsieur Haddad, Monsieur Barrot, qui ont quand même été, et même le ministre économique, qui ont quand même été aux prises dans les discussions qui ont eu lieu depuis que Donald Trump a déclenché cette guerre commerciale. Et on a l'impression que ce matin, il découvre le poteau rose. C'est quand même un peu surprenant. Pouvait faire autrement. Est-ce qu'on pouvait faire autrement face au bulldozer Trump? Mais non, mais ça, c'est une autre question. Mais moi, je suis désolé, quand on est responsable politique, on peut pas simplement faire un tweet tel un spectateur dans son canapé, alors même qu'ils ont été normalement aux prises dans les discussions qui ont eu lieu au préalable. Donc, si vous voulez, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça renforce l'idée que les hommes politiques sont impuissants et donc ne servent à rien. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous vos invités. Merci beaucoup de nous appeler au 0826 300 300. Vous vouliez réagir parce que vous êtes en Chine depuis quelque temps, mon cher Jean-Pierre, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vis en Chine, je travaille en Chine, je fais du business avec la Chine, l'Europe. Donc, et justement, alors avec votre regard, comment vous observez la géopolitique? Alors justement, avec votre regard, comment vous observez ce qui s'est passé hier dans les tréfonds des miracles de l'Écosse entre Ursula von der Leyen et le président américain Donald Trump? Ça confirme qu'elle est toujours vendue aux Américains, ça change pas ça. Et puis ça confirme qu'on a des députés européens qui passent plus de temps sur le territoire national qu'à l'Assemblée à Bruxelles. Donc faut pas être étonné. S'ils passaient plus de temps à Bruxelles, peut-être que ces accords ne seraient pas signés. Mais on a des députés européens français qui passent plus de temps sur le territoire français que dans les assemblées à Bruxelles. Moi je suis pas surpris, ça fait 10 ans que je suis pas surpris du tout. Quand vous dites c'est d'une certaine manière la faute des députés, c'est que vous l'avez vu en travaillant, c'est beaucoup qui sont peut-être un peu trop absents des institutions européennes pour négocier leurs intérêts. Complètement absent. On a des députés européens qui sont jamais là quand il faut décider des choses. On les voit de temps en temps, mais moi ils me désespèrent. Franchement, les élus français me désespèrent. Et mes amis chinois, c'est ce qu'ils me disent. Continuez comme ça, on va vous croquer. Et je pense qu'ils ont raison. Dans peu de temps, ils vont nous croquer.
Alors pardon Jean-Pierre, c'est quand même intéressant ce que vous dites, c'est ça le point de vue chinois sur ce qui est en train de se passer entre l'Europe et les États-Unis, mais plus largement en Europe, c'est la sensation que la Chine en effet surtout ne fait rien parce que c'est ce que disait Alain Perfit en réalité, c'est-à-dire que on va y aller, c'est le retour. Ça va se passer entre eux et les Américains. Voilà. Il va falloir choisir un camp à un moment entre eux. Tout à fait. L'Europe est un grand marché pour les Chinois et ils s'en cachent pas. C'est un grand marché. Ils sont en train de regarder pour investir dans les pays européens, pour développer l'économie en Europe, pour se développer un peu plus en Europe. Je travaille sur un gros projet actuellement en Europe. Je peux pas dévoiler, mais on est sur des très très gros investissements en Europe. Donc ouais, les Chinois, l'Europe les intéresse et ça va être le nouveau jeu entre les États-Unis et la Chine qui va pouvoir conquérir des entreprises, racheter des entreprises européennes et puis mettre la main sur l'Europe. Vous qui êtes au cœur de ces systèmes, vous pensez qu'il y aura une dépendance, je veux dire, plus que ce qu'on peut voir maintenant, qui ne soit plus dissimulée entre les Chinois et les Américains d'ici quoi, 10, 15 ans maximum ? Peut-être pas plus dépendante, mais il y aura de plus en plus d'acteurs étrangers, chinois ou américains, sur l'Europe et qui mettront en avant leurs compétences et Après, ce sera aux Européens de choisir. Est-ce qu'on préfère l'argent américain ou l'argent chinois ou on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Donc, mais quand c'est des Chinois qui arrivent, on est beaucoup moins. On les accueille moins facilement que quand c'est des Américains. J'ai pu le voir sur une négociation où on a ouvert les bras aux Américains et les Chinois on a eu du mal à ouvrir la porte. Mais après, il faut savoir, on sait que on a une députée, enfin une présidente en Europe qui est vendue aux Américains. Après 15%, on va dire, c'est le moindre mal. C'est comme ça qu'ils le voient. Et puis les chefs d'entreprise se disent qu'il y aura une stabilité, au moins on pourra négocier sur quelque chose. C'est ce que dit le ministre, c'est une stabilité temporaire. Ouais, temporaire, mais pour l'instant, avec Trump, on ne sait jamais. Aujourd'hui, il dit blanc, demain, il dit noir. C'est ça. Merci beaucoup, mon cher Jean-Pierre. C'est le même discours de Trump. Merci beaucoup, mon cher Jean-Pierre, d'avoir parlé vrai au micro de Sud Radio. Vous travaillez en Chine et en réalité, c'est peut-être ce qu'il dénonce qui doit être au cœur de nos préoccupations. Alexandra Spinner, en disant, la phrase était quand même d'une certaine cruauté. Les Chinois n'attendent que ça, nous croquer. Mais vous savez, il y a aussi tout un problème plus général. Il faut peut-être aussi qu'on change notre logiciel. Quand l'Amérique produit des entrepreneurs, nous on produit de la bureaucratie. On est fiers de standardiser, on est fiers de normer. Et aujourd'hui, on a besoin d'alliés. Donc, pour cela, il faut évidemment redonner de la liberté à notre économie, assouplir les règlements, permettre un investissement simple et massif. C'est comme cela qu'on sera un adversaire de taille pour les États-Unis et pour la Chine. Mais à l'heure actuelle, avec Madame van der Leyen, qui est, comme l'évoquait Jean-Pierre, très pro-Amérique, c'est clair, et des ministres qui ne sont pas capables, Monsieur Saint-Martin et Monsieur Haddad, qui ne sont pas en capacité de défendre les intérêts de la France, eh bien on est coincé et on est en perte de vitesse totale. Voilà. Ce qui est lunaire, c'est que je me souviens pourtant de Laurent Saint-Martin, le ministre chargé en charge du commerce extérieur, qui allait sur tous les plateaux, dans tous les journaux, et dire mais vous inquiétez pas, la riposte, elle est déjà en place. On y a pensé, elle sera prête. Bon là, on voit le 15%. Et surtout, de quoi ont-ils bien pu discuter pendant une heure ? Parce que les produits pharmaceutiques, on n'en sait rien. Les métaux, on n'en sait rien. Par contre, sur l'automobile allemande, là, on en sait quelque chose. En réalité, c'est Ursula von der Leyen qui dit qu'on n'en sait rien. Parce que Donald Trump, de son côté, lui, il a l'air d'être très au courant. Ça ne concernait pas. A l'air effectivement très au courant, même très affirmatif sur le fait que ça ne bougerait pas, notamment, on l'a dit, sur l'acier. Aluminium et l'acier, ça restera à 50% et les produits pharmaceutiques ne seraient pas concernés par l'accord. Voilà, c'est-à-dire 30% encore. C'est plutôt un effet d'annonce ou de non-annonce de la part d'Ursula von der Leyen, peut-être pour faire mieux, pour passer la pommade, pour faire mieux avaler cet accord. Mais en réalité, voilà, Donald Trump a déjà dit que sur ces secteurs stratégiques, ça ne bougerait pas. On l'a dit précédemment, sur le secteur de l'automobile, ça bouge, ça va dans le sens de l'Allemagne. C'est une critique qu'on fait régulièrement à l'Union européenne, c'est de rouler avant tout pour les intérêts de l'Allemagne. Bien sûr, les élus français devraient d'abord défendre les intérêts de la France. Et je suis assez d'accord avec notre Ils ne le font pas suffisamment. Pas assez à mon sens, et je suis d'accord avec notre auditeur sur le fait que Donald Trump, lui, envoie un message fort sur la scène internationale. Les États-Unis, évidemment, ne se laisseront pas faire, et à l'inverse, l'Europe envoie un très mauvais signal. Évidemment, dans les négociations à venir avec la Chine risque de montrer les muscles face à l'UE quand elle voit comment on s'est couché devant Donald Trump. Surtout que la Chine est le seul pays qui n'a en réalité pas baissé les bras face à Donald Trump et qui a réussi justement
à résister face aux certaines pressions américaines. Alexandra Spinner, la sur ce Chine sujet. est la seule à être dans un deal gagnant avec les États-Unis. Et peut-être qu'il y a les moyens de l'être vu l'état du régime sur place. Mais qui se donnent les moyens de l'être. Voilà. Et nous, il faut qu'on se donne les moyens de l'être et d'être d'égal à égal avec des pays qui ont peut-être un sens de la démocratie moins prononcé que nous. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que tous ces ministres, ils sont là en commentateurs. On voit Monsieur Haddad qui saute comme un cabri en criant l'Europe, 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 l'Europe. Et après, il est tout surpris que le deal soit insatisfaisant. Mais enfin, qui nous parle de la France. Non, mais qui nous parle de la France, qui nous parle de la puissance de la France en Europe. C'est à cela qu'il devrait consacrer son travail. Surtout que ce qui était amusant quand même, et c'est tristement français, la seule réponse qu'on était en capacité d'apporter quand on a vu certaines menaces américaines sur notre économie, c'est de dire vous inquiétez pas, on va sortir des taxes. Ça, c'est sûr qu'en France, dès qu'il y a un problème, la taxe est la baguette magique. On norme et on taxe. En tout cas, on vous avait posé la question sur l'application de Sud Radio et les réseaux sociaux. Est-ce que l'accord Donald Trump, Ursula von der Leyen, est-ce qu'elle a réussi à s'imposer? Vous êtes nombreux à avoir répondu. Nate qui nous dit Donald Trump est venu faire ses courses. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Il a été servi et très bien assuré sur les intérêts de son pays. Tout ce que savent pas faire nos dirigeants. Peanuts en liberté. Le nom est drôle. Qui nous dit von der Leyen s'imposer face à Trump. Allons, soyons sérieux. Elle a surtout sauvé l'automobile et payé le GNL américain. Et puis, on peut aussi dire quelle question, nous dit Emma. L'UE sert les intérêts américains depuis des années et il ne faut pas nous faire croire que l'arrêt de la dépendance à la Russie va nous rassurer. Les États-Unis se retourneront un jour contre nous. Nous n'apprenons pas, nous dit le camarade Laurent, nous n'apprenons pas les leçons du passé. Ça c'est sûr. 0826 300 300. Dans une petite poignée de secondes, la discussion se poursuit autour de ce service, de cette journée du citoyen qui sera cette fois-ci militarisée. C'est la volonté du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui veut former les jeunes et les diriger davantage peut-être vers une réserve ou vers un engagement militaire. Est-ce la bonne solution selon vous? Réseaux sociaux, application Sud Radio. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Ça, c'est de l'initiative. Journée du citoyen militarisé. Est-ce la solution pour former nos jeunes? 0826 300 300, l'application Sud Radio ainsi que les réseaux sociaux. On vous pose aussi la question pendant que vous passez l'été avec nous. Vous connaissez la traditionnelle journée de défense et du citoyen. Ça consistait en quoi? Pas grand-chose pour ceux qui l'ont fait ou ceux qui ont des enfants, qui ont vu leurs enfants y aller. C'était la réunion autour d'une table avec des militaires, des gendarmes plutôt sympathiques d'ailleurs, qui nous expliquaient ce qu'était l'armée, ce qu'étaient les dangers, ce qu'était la menace, et qui nous faisaient remplir des petits formulaires, qui nous faisaient des petites dictées pour avoir un peu conscience peut-être de ce qu'était le citoyen français. Et bien ça c'est fini. C'est fini parce que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, veut changer tout ça. Il veut peut-être mettre un peu de puissance dans ce dispositif. Il veut transformer cela en journée de la défense et du citoyen, mais militarisé, avec évidemment une coloration militaire très forte. Le but, tout simplement rapprocher et on va dire accroître peut-être la volonté de certains de se diriger vers des corps de métier militaires, notamment face aux menaces du monde. L'idée de cette journée, c'est d'en faire une journée type, tout simplement du soldat, c'est-à-dire lever de drapeau, marseillaise, tir stratégique, manger autour des rations de combat et penser les dangers du monde de demain. Est-ce que c'est une bonne idée autour de la table? Alexandra Spinner. Alors oui, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Maintenant, non, ça ne va pas régler le problème de la jeunesse de façon générale. Mais je trouve que c'est une bonne idée parce que d'abord, dans un contexte de durcissement des conflits dans le monde, c'est plutôt bien que cette journée soit une sorte de passerelle vers le recrutement. Moi, évidemment, je suis heureuse que des jeunes puissent participer à un lever des couleurs, chanter la Marseillaise, qu'on leur explique le monde, qu'on leur explique leurs droits et leurs devoirs de citoyens. Donc c'est plutôt très bien. Maintenant, encore une fois, c'est une journée. Donc c'est comment dire
c'est un temps très très court et ça ne règle rien. Maintenant, je trouve que c'est une très belle initiative et j'espère d'ailleurs que sera portée une attention particulière à la détection des jeunes qui ne savent ni lire ni écrire. Absolument. Puisque c'est aussi cette journée aussi, il y a ce temps là pour ces jeunes qui sont en grande difficulté. L'attention ne sera pas défaussée de ce sujet, au contraire, nous dit-on dans le troisième ministre. Absolument. Donc c'est plutôt une très belle initiative, mais qui ne règle rien, encore une fois. Soldat Jacques Millard, est-ce qu'on salue cette initiative ? Oui, alors je voudrais venir précédemment sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la Chine. Moi, j'ai négocié avec la Chine, c'est pas des poussins du jour. Ils sont cyniques et les États n'ont pas d'amis. Ça, il faut qu'on se colle ça dans la tête. Deuxièmement, pour revenir à cette journée, bon, il faut être sérieux. C'est pas en une journée qu'on va réapprendre à notre jeunesse la nécessité de se défendre. Donc, de deux choses l'une. Je crois que c'est un gadget et que malheureusement, ce n'est pas en une journée, comme l'a dit à juste titre Alexandra, qu'on va pouvoir réinsuffler l'esprit de défense. Il faut aller bien au-delà, mais on n'en a pas les moyens aujourd'hui. On n'a plus de casernes parce qu'elles ont été bradées à vil prix par l'État. Et donc, il y a un problème majeur à ce titre. Donc, on a le cul entre deux chaises, entre la volonté de réarmer la France et de l'autre côté, manque de moyens véritablement important. Et manque de moyens, notamment financiers, mon cher Jacques. Bien sûr, tout est dans tout réciproquement. Oui, ça c'est bien l'expression. Lucas Planavert, est-ce que vous saluez ou est-ce que vous êtes un peu plus sceptique, comme le camarade Jacques, sur la volonté de réintroduire peut-être cet esprit citoyen, militaire, patriote avec une seule journée ? Oui, non, mais globalement, c'est bien sûr une bonne chose. Après, je suis effectivement assez d'accord avec Monsieur le maire. C'est assez regrettable qu'il y ait besoin d'une journée pour instaurer un sentiment patriotique dans la jeunesse. C'est dommage que ce soit pas tous les jours. Après, c'est vrai que le côté positif, c'est que pour l'avoir fait il y a pas si longtemps, ma journée d'appel, faut qu'on se le dise, c'était assez chiant. On savait pas trop pourquoi on était là. On était vraiment là par obligation. Si là, ça peut permettre de dynamiser un peu la chose, de rendre ça plus immersif et de susciter des vocations, c'est positif. On sait que l'armée affronte de grandes difficultés de renouvellement de ses effectifs, notamment avec la baisse de la natalité, donc qui pourrait encore c'est un vrai sujet. Aggraver le problème dans les années à venir. Maintenant, il y a un détail, moi, qui a attiré mon attention, c'est le fait, on lit ça dans le monde, qu'il y aura donc des mises en scène, des jeux de rôle, et notamment des jeux de rôle contre, je cite, des adversaires potentiels. Russie, et Iran, dans ces etc. adversaires, il y a la Russie. Donc voilà, bien sûr, c'est bien de mettre de la mise en situation. J'aimerais souligner le fait qu'il ne faudrait pas mettre trop d'idéologie non plus dans cette journée de citoyenneté. Et on parlait de budget, c'est vrai que par an, ça coûte l'organisation, pas militarisée, seulement cette journée du citoyen, comme on en parle, c'est-à-dire tous dans une salle face à des militaires, ça nous coûte 105 millions d'euros par an. Baptiste Ménard, est-ce que le porte-parole et même le maire que vous êtes et le porte-parole du enfin pas le porte-parole mais le membre du Conseil national du Parti socialiste voit ça d'un bon œil? Moi, j'accueille plutôt favorablement la proposition de Sébastien Lecornu, parce que je pense que effectivement, Alexandra le disait, dans le contexte que nous connaissons et que nous traversons, je pense que c'est plutôt positif de pouvoir éveiller les consciences des jeunesses de France, de pouvoir mieux rendre compte des enjeux militaires qui sont les nôtres. Après, je pense que ça pose quand même la question du format, parce que effectivement, une journée pour à la fois avoir la dimension très importante sur l'alphabétisation, sur les valeurs de la République, parce que je pense que c'est important de faire prendre conscience peut-être du fonctionnement de nos armées, mais c'est quand même aussi une journée d'appel du citoyen, donc nous devons rappeler le socle républicain, les droits, les devoirs. Bon, c'est ce qu'on peut faire avec le drapeau et la Marseillaise. Oui, mais pas seulement. Et tout ça, parce que c'est aussi le fonctionnement de nos institutions, la démocratie, etc. Donc tout ça en une journée, ça me paraît un peu compliqué. Donc moi, je souhaiterais à ce moment-là que le ministre y mette effectivement les moyens financiers et que ce soit peut-être 2 ou 3 jours, que ce soit un vrai rite de passage, parce que finalement aujourd'hui, la JAPD, c'est quand même un peu très symbolique pour beaucoup d'entre nous. Effectivement, moi c'était il y a pas si longtemps non plus, c'est une journée assez rébarbative, pas très intéressante, même si ce qu'il faut saluer, c'est la mixité sociale. Et ça, je crois que c'est vraiment la force de ce dispositif. Mais pour que peut-être on en prenne davantage conscience, il faudrait que ça dure plus longtemps. Donc moi, j'attends maintenant de connaître le format que souhaite donner le ministre des Armées, mais j'accueille très favorablement cette proposition. 0826. Et ça dure plus longtemps, vous les logez où?
Si Jacques, ça dure plus l'empêcheur de longtemps, tourner vous en les rond. logez où? C'est ça le problème. Ah non, mais ça, Jacques, on sait qu'on est face à des problèmes. On n'a plus de casernes, on n'a plus de logement, on a vu va avec les le mettre SNU dans ce que des ça hôtels, donnait. ce justement, sera marrant. Ce serait l'occasion de réfléchir à d'autres solutions. Pourquoi, par exemple, on mettrait pas cette dimension-là à l'école, au sport à l'école, par exemple, qu'on l'étalerait sur le collège, sur le lycée, j'en sais rien. On a arrêté de demander à l'école de tout régler. Non, Par contre, Alexandra Spinner, c'est la question que je voulais vous poser. Quand on voit quand même tout ce qu'on demande là cette journée, c'est-à-dire le fonctionnement des institutions, l'esprit citoyen, est-ce que c'est pas à la base, sans en rajouter, le rôle quand même de l'école? Moi, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, quand on parle de cette fameuse journée de la défense et du citoyen, on demande tout. C'est-à-dire, on leur demande de détecter l'illettrisme, etc. Ce serait peut-être du côté de l'école que ça devrait jouer. L'esprit patriotique, c'est peut-être quand même aussi à l'école qu'on devrait le faire passer, par les cours d'histoire, par les cours de français, par les cours, parce que je crois qu'on invente des cours comme ça de citoyenneté, sans etc. faire du roman national non plus. Oui, non, mais bien sûr, on invente aussi des cours d'empathie à l'école. C'est pas vrai. Voilà, Oui, bien sûr. Vous souvenez-vous, c'était l'invention de Gabriel Attal. Oui, moi j'étais quand même très heureuse que vous souligniez la diversité. Aussi la mixité sociale, parce que une des vertus de cette journée, c'était effectivement des jeunes qui se rencontrent, qui vivent dans des univers obstinément parallèles et qui, à l'occasion de cette journée, se rencontrent. Et moi, j'ai eu l'occasion d'assister à une journée aux Invalides, et c'était assez incroyable de voir des gamins qui parfois ne quittent pas leur territoire, arriver aux Invalides dans cet endroit absolument extraordinaire qui incarne si bien la France. Et je trouve que ça, c'est une vraie vertu de cette journée. Maintenant, si on devait faire cette journée, Jacques, sur 2-3 jours, ils peuvent aussi venir tous les jours, pas besoin de les loger sur place. Oui, pas avec, si on est dans cette hypothèse-là. Oui, c'est-à-dire pas de coucher sur place, etc. Voilà. C'est ça, c'est l'idée. Et pour l'école, vous savez, si on demandait, si on laissait l'école être l'école des enseignements fondamentaux, eh bien, on n'aurait pas à se poser cette question aujourd'hui. Si on demandait pas à l'école de faire tout sauf l'école, eh bien, peut-être qu'on ne demanderait pas tout à la journée de la défense et du citoyen. On poursuit le débat avec autre. Oui, Jacques, en quelques instants, parce que j'étais presque à l'heure pour la pub. C'était fantastique. Oui, il y a quelque chose qui fonctionne pas mal aujourd'hui, ce sont la réserve. C'est la réserve. Oui, bien sûr, mais ça fonctionne justement pas suffisamment. Oui, mais justement, c'est ça qu'on devrait développer. Et là, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Donc ça signifie, il faut d'abord que nos jeunes aient un métier et une profession, et ensuite qu'on les intéresse à la réserve. Absolument. Ça peut fonctionner. Bien mais sûr. Aujourd'hui, mais c'est une fois plus, mon cher Jacques, c'est le sens de cette question donnée par le ministre des Armées, à dire ça va peut-être les sensibiliser davantage. On va vraiment leur faire comprendre qu'ils doivent s'engager dans la réserve. 0826. Créer des vocations. Bien sûr, 0826 300 300. Vous appelez, vous trouvez que cette journée est formidable, ou peut-être qu'au contraire elle a quelques lacunes, mais peut-être un peu de positif aussi au micro de Sud Radio. Ça arrive, on le sait. 0826 300 300. C'est formidable, ça va justement aider nos jeunes peut-être à avoir une approche du monde militaire un peu plus concrète, un peu plus facile, un peu plus encadrée, avec une réalité des menaces qui n'est peut-être pas totalement négligeable de déclencher dès le plus jeune âge. On rejoindra notamment Hakim qui nous attend déjà au standard. Vous êtes bien sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Toujours en direct sur Sud Radio pendant plus d'une heure, et la bonne ambiance règne dans ce studio, toujours en compagnie d'Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, Baptiste Ménard, président de l'Union républicaine, membre du Conseil national du Parti socialiste et adjoint au maire de Mons-en-Barœul, Lucas Planaver, journaliste au JDD, Journal du Dimanche, et Jacques Millard, maire de Maisons-Laffitte et auteur de Bye Bye Démocratie chez Lafon Presse. C'est vrai aussi peut-être qu'en réalité, à travers cette journée, c'est peut-être le vrai sujet, on en demande trop. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la détection de certaines complications au niveau de l'écriture et la lecture. Ensuite, on a la volonté de leur apprendre le fonctionnement des institutions. Mais on a déjà rogné en réalité sur la plupart de l'enseignement scolaire pour ajouter ici et là des heures d'enseignement, comme on appelait ça, les heures civiques. Moi, je sais que je faisais ça, j'ai toujours trouvé ça inutile. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? C'est-à-dire que par le monde militaire, et de plus en plus d'ailleurs, les militaires, les gendarmes, les policiers au sens large,
on leur demande mais des missions qui ne sont plus les leurs, qui ne sont plus le cœur de leur mission, Baptiste Ménard. Non mais attention, parce que justement on parlait de la mixité sociale, vous avez des jeunes qui participent à cette journée d'appel qui sont en décrochage scolaire et qui par conséquent n'ont pas les cours d'éducation civique qui vous ont laissé un si bon souvenir. Et par ailleurs les profs d'histoire enlèvent souvent les cours d'éducation civique pour rattraper le programme en histoire. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas assez d'heures. Ils n'ont pas assez d'heures. Et par ailleurs, ce que vous évoquez pour les policiers, pour les militaires, est valable également pour les enseignants. Alexandra le disait tout à l'heure, on demande toujours plus à finalement un certain nombre de corps essentiels de notre pays, mais qui ne sont pas respectés à la hauteur de leur engagement. Et donc ça, c'est un paradoxe français. C'est un paradoxe français. Donc non, moi sur cette question-là, moi je considère que le programme de cette journée est intéressant, la proposition du ministre est intéressante, mais que on doit donc faire évoluer le format parce que il est bien évident que on peut pas faire ça en une journée ou alors c'est du cosmétique et ça ne sert à rien. Donc il faut évoquer l'éventualité que ça se fasse peut-être sur 2-3 jours et que les jeunes qui participent à cette manifestation puissent vraiment prendre conscience des différents enjeux. Mais je crois pour autant que c'est très important. Moi, je tiens à ce qu'effectivement la question du respect de l'ordre républicain, des valeurs démocratiques, du fonctionnement de nos institutions doit rester à l'ordre du jour de cette journée d'appel. 0826 300 300. Bonjour Hakim. Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup de nous avoir rappelé. Vous êtes prof au lycée. Vous êtes prof au lycée et vous, comment vous accueillez cette initiative? C'est une bonne idée ou au contraire, surtout pas? Arrêtez de nous envahir avec des choses inutiles. Oui, non, je l'accueille très très favorablement. Vous savez, j'ai des élèves, alors j'enseigne en lycée professionnel, et moi j'ai des élèves, tout à l'heure, un des intervenants, je crois que c'est le maire de Laffitte. De Maison Laffitte, Jacques Millard. Ouais, Maison Laffitte, j'allais dire Laffitte sur Lot. qui est sans doute un très beau village, mais moins beau que Maison Laffitte, dirigé par Jacques Millard. Voilà, je dois vous le dire. Voilà, qui est à quelques encablures d'ici en fait. Et il me montre des vidéos, il me montre des photos de ce qu'ils font. Ils se sont engagés et ils sont dans la réserve. Et il faut voir la fierté. Il faut voir leur fierté. Ils sont très heureux de s'être engagés. Ils ont trouvé, si vous voulez, un sens à leur vie. Et beaucoup, en fait, si vous voulez, se disent, finalement, je crois que je vais m'engager dans l'armée. Ça peut susciter des vocations. Et tout ce qui peut permettre, en fait, d'intéresser les jeunes aux questions de défense nationale, aux questions et de les sensibiliser, si vous voulez, à l'appartenance d'une nation, c'est très très important. Tout à l'heure, votre intervenant a dit, il faut pas non plus, il faut pas écarter l'idée de renforcer l'importance de rappeler ce que c'est que les valeurs républicaines. C'est Baptiste Ménard qui disait ça tout à l'heure. Ouais. Voilà, non, bien sûr qu'il a raison. On peut pas tout faire, mais je pense que qu'il y ait une approche un petit peu de l'armement, ça ne peut que faire du bien à tous ces jeunes gens. Bien sûr. Et je pense que moi, avec le recul, je pense que c'était une erreur, cette suppression du service national. Je pense que c'était une erreur, une grave erreur. Suspension, pas suppression. Il y a Jacques Millard qui depuis justement ce beau village de Maison Laffitte essaye de faire de l'écho dans ce studio sur la suspension. Mais en fait, quand je vous écoute, Hakim, j'ai l'impression que c'est presque complémentaire avec votre métier cette journée. C'est-à-dire que vous avez quand même la partie presque théorique qui est très importante, vraiment apprendre aux jeunes les fondamentaux. Et il y a cette journée qui viendrait apporter peut-être un aspect plus concret à tout ça. Mais bien sûr, en fait l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien se compléter. Puis si vous voulez, nous on a toujours les retours. Nous en tant qu'enseignants, vous savez, les élèves ils nous parlent de ces journées d'appel. Ils nous disent demain monsieur je serai pas là parce qu'il y a une journée d'appel et tout ça. Et ils nous disent leurs sentiments. Donc en fait c'est un lien supplémentaire, c'est-à-dire que c'est même un moyen de dialogue avec les uns les autres pour raconter un peu ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu. Bien sûr, et puis à cet âge-là, à 16 ans, si à 16 ans tu peux pas faire plusieurs choses à la fois, c'est inquiétant. C'est très bien. Et j'espère que, alors tout à l'heure il a été évoqué le fait qu'une journée peut-être que c'est pas assez. C'est vrai que si on y réfléchit bien, alors je sais qu'il y a le problème de l'hébergement, mais quand les gens n'habitent pas trop loin.
des casernes, s'ils peuvent revenir une deuxième fois, voire une troisième fois, si une semaine, 15 jours. C'est bien, vous savez qu'il y a déjà le SNU. Moi, j'ai envoyé mon fils au SNU. C'était le service national universel, qui a été une catastrophe financière aussi, mais. Ouais. Bien sûr, il est toujours question de sous, bien sûr, il est toujours question d'argent, mais apparemment, on va augmenter les budgets militaires. Il paraît qu'on va être envahi par Monsieur Poutine. Bref. Mais je pense que il faut pas. Je crois, malheureusement, je sais qu'on cherche beaucoup d'argent, mais il faut pas compter dans ce domaine-là. La formation des jeunes, elle doit. Et après tout, on mise sur l'avenir, donc pas de petits arrangements financiers à ce niveau-là. Merci beaucoup, Hakim, de nous avoir appelé 0826 300 300 et d'avoir partagé votre expérience, votre avis sur cette journée militarisée du citoyen et de la défense. C'est vrai autour de la table qu'en réalité, on peut voir ça comme un véritable exercice complémentaire. Mon cher Jacques Millard, vous parliez de suspension, mais peut-être que là, on va trouver un équilibre entre les militaires et l'éducation nationale. Maxime, je crois que Hakim le dit très bien, il faut que ça soit un pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'on informe qu'il y a des possibilités, notamment dans les forces armées françaises, notamment à travers la réserve et l'engagement des métiers, mais il faut aller au-delà. Donc il faut, à la limite, peu importe, c'est vrai, si cette journée insiste sur justement ce pied à l'étrier, ça peut être tout à fait bénéfique. Autour de la table, c'est vrai ce que dit Jacques, ça peut être bénéfique, peut-être au point d'en faire un petit sas en réalité avant l'engagement dans la réserve, c'est-à-dire de dire aux jeunes, écoutez, vous pouvez faire de la réserve, faites-le et directement on vous met, comme disait Jacques, pied à l'étrier, c'est-à-dire on vous place très gentiment le petit formulaire et on vous encourage vivement à y aller. Je crois que c'est à partir de 18 ans, donc ça pourrait être totalement compatible et le but c'est vraiment, le mot est peut-être un peu fort, mais de faire un petit embrigadement, c'est-à-dire d'aller renforcer. C'est clairement assumé, c'est une passerelle vers le recrutement. Donc c'est très clairement assumé. Je trouve ça très bien. Oui, non, mais qui est la volonté de susciter l'engagement dans la réserve, c'est positif. Et puis surtout, c'est de le faire connaître, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de jeunes qui ignorent qu'ils ont la possibilité de s'engager dans la réserve, qui ne connaissent pas comment s'y intégrer, par quel processus, etc. Donc ça, c'est effectivement positif, et ce serait une manière de le diffuser de manière la plus large possible. Mais c'est vrai que beaucoup de jeunes ignorent, mais il y a aussi la question de l'image que renvoie aujourd'hui le métier de militaire. Souvent, dans le débat, dans les discours politiques, parfois à gauche, on dévalorise la profession de militaire. Moi, je pense qu'il faut que, effectivement, cette journée ne suffira pas, que c'est un imaginaire global qu'il faut remettre en place. On l'a dit, ça passe par l'école, ça passe par le sport, par exemple. Et notre auditeur l'évoquait. Il y a la question du service militaire plus largement. Voilà, il faut rappeler qu'il y a tout de même des pays dans le monde qui font toujours un service militaire. Et même qui le renforcent, je me permets de vous couper sur ça. Le cas, le service obligatoire pour les hommes et volontaire pour les femmes, c'est le cas en Lituanie, en Lettonie, en Croatie depuis plusieurs années, sans doute dû à la menace russe. Et puis même tous ceux qui souhaitent vraiment insister sur la volonté d'élargir le panier des volontaires. C'est le cas en Pologne, c'est le cas en Estonie, c'est le cas en Norvège. Donc c'est de toute façon un mouvement européen. Mais on parle et plus encore qu'européen. Moi je pense par exemple à la Corée du Sud, où même des joueurs de foot professionnels qui gagnent des millions rentrent. Bon, ils sont parfois. C'est le cas des fameuses K-pop aussi en Corée du Sud. C'est des stars. Parfois c'est décalé, mais ils vont tout de même faire leur service militaire, et ça montre bien ce que vous évoquez sur la mixité sociale, c'est-à-dire que ça loge tout le monde à la même enseigne, et à la même enseigne en l'occurrence autour de valeurs communes et de valeurs patriotiques, de défense du pays. Et c'est vrai que on peut réfléchir à quelque chose qui reviendrait à cette dimension-là. En tout cas, on voit bien que ça fait réagir, et on en saura sans doute plus d'ici la rentrée. Je crois que ça sera mis très précisément en place pour l'automne qui arrive, donc on en saura certainement plus, notamment sur le coût qui ne manquera pas forcément de faire débattre, mais en tout cas c'est une initiative plus ou moins saluée autour de la table, la journée du citoyen militarisé. La solution pour former nos jeunes, c'est aussi la question qu'on vous posait au micro sur les réseaux sociaux de Sud Radio et sur l'application notamment, avec non, enfin pour vous non, la solution pour former les jeunes, ce n'est pas le service. Yambert qui dit il faudrait déjà qu'on arrive à
instaurer du respect dans les classes avant de le faire croire que ça pourra être fait avec un point de vue militaire, et puis ensuite former les jeunes, former à quoi? Faisons en sorte déjà que l'école leur enseigne les savoirs fondamentaux, c'est ce que vous disiez notamment Alexandra. Avec la même bande de mousquetaires pour ferrailler autour de l'actualité, on se retrouve dans quelques instants. Il y a Jamel qui est à la réalisation de cette émission, qui a laissé, on va dire, échapper un rire, peut-être pas narquois, mais en tout cas totalement méprisant. Je ne l'oublierai pas. Vous êtes bien sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Toujours en direct sur Sud Radio avec vos débatteurs, vos débats évidemment autour de l'actualité du jour sur Sud Radio, l'application, les réseaux sociaux et le numéro que vous connaissez 0800 26 300 300 pour cette question qui vous concerne. Est-ce que vous avez l'habitude, et c'est un vrai sujet, est-ce que vous avez l'habitude peut-être en sortant du restaurant, de votre café, de mettre quoi ? Un petit pourboire, le petit billet qui vous restait, de la monnaie dans le petit cochon qui était sur le fameux comptoir à la sortie du restaurant, ou alors dans la coupelle dans laquelle on vous apportait l'addition, parce que c'est la une de Nice Matin et j'avais envie qu'on en parle. Est-ce bientôt la fin des pourboires? C'est en tout cas c'est ce dont le journal s'inquiète, la fin des pourboires avec un grand point d'interrogation. Et c'est vrai que non seulement les pourboires disparaissent, mais alors en plus ça devient mais vraiment que nenni, c'est-à-dire quelques pièces, quelques centimes. Et puis il y a surtout une inquiétude qui est que, vous le savez, depuis le 1er janvier 2022, les pourboires peuvent bénéficier d'une exonération de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Et pour en bénéficier, il fallait gagner moins de 2200 € net par mois, donc soit 1,6 fois le SMIC. Et cette mesure-là a été reconduite chaque année. Sauf que pour le projet de loi de finances 2026, on pourrait mettre un terme à ça. Donc forcément, ça génère une immense inquiétude, parce que pour ceux qui travaillent, qui sont parfois serveurs, qui sont dans les restaurants, ça permet d'avoir un petit complément de revenu qu'on peut se mettre pour soi. Et puis forcément, pour les patrons, ça permet aussi d'avoir des arguments en disant ici, les clients sont généreux. Vous, autour de la table, rapidement, est-ce que vous avez l'habitude peut-être d'avoir ce réflexe de mettre quelques pourboires en liquide autour de la table? Lucas. Moi, à titre personnel, c'est quand je trouve que le service a été de qualité, donc ça peut arriver très souvent. Maintenant, j'aimerais pas que dans ce débat, on fasse passer l'idée ou une dimension que les Français seraient des radins, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer cette question du pourboire. Déjà, on n'a pas une culture du tips, comme on dit aux États-Unis, donc c'est différent en France. J'aimerais pas non plus que on fasse en sorte que le client remplace les prérogatives, si je puis dire, des employeurs. C'est-à-dire que la question du salaire, elle est très importante, mais c'est d'abord aux employeurs, et on peut discuter des taxes, etc., de mieux payer leurs employés. En réalité, des études montrent que les Français donnent volontiers du pourboire quand il y a une solution dématérialisée simple, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est le fait que l'argent liquide disparaît de plus en plus. Récemment, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, évoquait l'hypothèse de supprimer complètement l'argent liquide pour lutter contre le narcotrafic. Donc on voit que on va dans un sens encore moins d'argent liquide pardon. Et donc voilà, je pense qu'il faut savoir raison garder sur ce sujet. On en donne moins de pourboire aujourd'hui, mais il y a beaucoup de facteurs qui l'expliquent. Autour de la table, Alexandra Spinner, Baptiste Ménard, est-ce que vous êtes... Jacques Millard, allez-y, est-ce qu'à Maison Lafitte, vous avez arrosé tous les restaurants de votre commune d'immenses pourboires? Non, mais je vais vous dire, en réalité, on est sur un sujet qui peut effectivement susciter la colère si c'est supprimé. Mais ce que je constate, c'est quand vous payez maintenant par la carte bleue, c'est-à-dire une carte bancaire, vous avez la possibilité de laisser en supplément, selon des tarifs qui sont pré-inscrits, un pourboire. Oui, seulement le problème de ça, Jacques. Oui, le problème de ça, c'est que les propriétaires de restaurants, donc les chefs, vous disent qu'en réalité, c'est taxé après. Parce que comme vous le recevez par paiement bancaire, vous avez une ligne à la fin du mois, et donc c'est taxé. C'est taxé sur un argent qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que le patron reçoit l'argent, et sur les salles, enfin, sur la totalité de l'argent qu'il reçoit, c'est taxé. Ben oui, et quand ils redistribuent, c'est de l'argent taxé, donc ils sont taxés sur un argent qui ne leur appartient pas. C'est là où il risque d'y avoir la révolte. C'est que si vous commencez à taxer, je dirais, ces petits bénéfices, eh bien, vous avez suscité la colère, et les gilets jaunes ne sont pas très loin. Alexandra Spinner.
Oui, en fait, tout le débat, c'est l'exonération fiscale. Évidemment que c'est plutôt ça. Vous donnez un peu dans les pourboires. Mais évidemment, je donne toujours, parce que je trouve que d'abord, c'est un métier très difficile, et que souvent, on a la chance quand même d'avoir des gens qui sont investis dans leur métier, qui ont envie de faire plaisir. Donc évidemment, je donne des pourboires. Mais il y a aussi l'aspect, c'est vrai qu'on a de moins en moins d'espèces, donc tout se fait, il y a une espèce de généralisation de l'utilisation de la carte bancaire, donc évidemment que les pourboires maintenant on peut les donner par carte bancaire, mais je comprends que les professionnels se révoltent parce que c'était quand même un petit supplément très appréciable. Et moi je pense à tous ceux qui peuvent être serveurs le temps d'une saison, peut-être l'été ou pendant les vacances. C'est vrai que c'est toujours pratique à la fin de la saison d'avoir pu récolter sur les 2 semaines de vacances, peut-être 100, 150 euros à force de ramasser tous les jours la petite pièce, le petit billet de 5 dans les salons autour des tables. Mais c'est l'éternelle obsession française de vouloir taxer. C'est ridicule. Baptiste Ménard. Bon, donc oui. Ça vous fait sourire, ça, taxer. Il m'arrive aussi de donner des pourboires. C'est vrai que, Alexandra a dit, ce sont des métiers très difficiles. Avec des horaires compliqué et avec un rythme intense et avec des demandes des clients de plus en plus insistantes et pressantes. Donc moi je trouve ça normal. Après c'est vrai que depuis quelques temps dans les restaurants notamment a émergé l'idée qu'on paye en fait à la fin. Ce qui pose en réalité ça vient du Covid. Comme on avait interdiction de contact pour la monnaie, etc. Hop. Mais ce qui pose d'ailleurs des problèmes, c'est-à-dire que des fois on ne sait plus non plus à qui on donne, parce qu'avant il y avait aussi le geste symbolique de dire je donne au serveur qui m'a servi, etc. Mais c'est pour ça que je parlais des petits cochons, parce que souvent sur les comptoirs, vous savez, vous aviez le nom. Les serveurs disent qu'au final, ils sont plutôt contents. Enfin, moi, à chaque fois que je leur pose la question, ils sont plutôt contents parce qu'ils disent qu'à la fin, au moins, tout le monde prend une part. Alors après, sur la question, effectivement, c'est celle de l'exonération fiscale qui existait jusqu'à présent. On sait que M. Bayrou cherche les économies partout quand il n'est pas occupé à autre chose, et que par conséquent, ça fait partie des hypothèses. Donc il y a un émoi particulier de la profession. J'ai vu les déclarations du chef Thierry Marx. Ouais, il va falloir y regarder. Thierry Marx sera d'ailleurs notre grand invité entre 12h30 et 13h ce jeudi pour parler de la situation des restaurateurs. Donc transition parfaite, je vous remercie mon cher Baptiste. La situation des restaurateurs qui est quand même catastrophique. Donc, perdre du chiffre d'affaires de 15 à 20%. Absolument. Mais vous parliez des États-Unis. Il faut quand même préciser qu'aux États-Unis, le pourboire n'est pas réellement le pourboire, puisqu'il est obligatoire en réalité. Bien sûr, on paye, c'est ce qui paye le service en l'occurrence. Absolument. Donc, quand vous dites il ne faudrait pas que le pourboire se substitue à l'employeur, c'est ce qui se passe en réalité aux États-Unis, puisque le pourboire, vous ne pouvez pas sortir d'un restaurant aux États-Unis sans payer le pourboire, parce qu'il est obligatoire. Donc, c'est pas tout à fait un pourboire. Ici, en France, la tradition dans notre pays, c'est que le pourboire, il sert à manifester, à récompenser une sympathie, et puis à dire merci tout simplement. 0826 300 300. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous appeler sur Sud Radio. Vous êtes restaurateur. Est-ce que vous confirmez la discussion qu'on est en train d'avoir autour de la table? Est-ce que vous constatez malheureusement des clients qui ont du mal, mais pas parce qu'ils sont radins, mais uniquement parce qu'ils n'ont plus le réflexe de se pourboire? Oui, ça c'est vrai qu'on le constate. Nous avons engagé notre activité il y a 5 ans en reprenant un établissement, et c'est vrai que on a tout simplement très rapidement constaté que même pour un espresso, le petit espresso du matin, c'était la carte bleue qui était dégainée, et donc tout simplement par souci de gestion, parce qu'on se retrouvait le soir, mon épouse à la compta avec des tickets, des tas de tickets incroyables. Donc on a mis minimum de somme en dessous duquel on pouvait pas accepter la carte bleue, sinon ça devenait difficile à gérer, puisque nous sommes que tous les deux, tout simplement. Donc petit établissement avec beaucoup de travail. Bon, et puis des soucis, je vous en passe depuis 5 ans, puisqu'on a attaqué en 2020 en plein Covid, avec tout un tas de tracas. Mais alors après, il y a certainement le pouvoir d'achat. Je fais pas un dessin, c'est que la situation elle est compliquée, mais surtout que vous avez vu ce qu'on veut faire à partir du 1er janvier 2028, c'est-à-dire remettre les charges sociales sur les pourboires. C'est-à-dire que là, vous en êtes exonéré. Le but est à nouveau de les retaxer.
Oui, mais c'est terrible. Alors là, je suis au moment de préparation du service, donc il faudrait 1 heure pour parler de tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je résumerai en disant qu'il faut être complètement fou pour être indépendant, artisan, cafetier, etc. Parce que si on ramène ça aux heures, heureusement que nous avons des satisfactions et que je passe mes matinées à rigoler et à blaguer et à refaire le monde. Mais sinon, c'est compliqué. Voilà, vous êtes du côté, de Pépieux, c'est ça, Gilles? Oui, exactement. Mais alors Oui, pardon. Non, allez-y, le village du bonheur, visiblement. Non, c'est le village d'où est originaire Christophe Furios, pour la petite histoire, puisqu'on a c'est le fief du rugby ici. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que vous êtes habitué de Sud Radio du rugby aussi. Mais vous, dans votre village, vous avez quand même, je sais pas, par exemple, un distributeur de. Et d'ailleurs, je m'excuse de vous couper. Je fais un salut très très fraternel à notre Daniel Herrero national, qui c'est un petit message personnel. Lorsque j'étais ado et plein de fougue, on avait échangé. Je m'étais permis de lui faire 2 ou 3 mètres. Il m'a toujours répondu. Donc c'est quelqu'un qui reste à mon cœur pour toujours. Mais voilà. Oui, c'est la grande équipe Sud Radio. Mais du côté de Pépieux, Gilles, je me permettais de vous poser la question. Vous avez par exemple à proximité de votre restaurant, je sais pas, des distributeurs potentiellement que les clients pensent. Non, c'est terrible. Non, dans notre village de 1100 habitants, je crois, quelque chose de près, pas de distributeur. Le premier distributeur, il est à 4 km. Aucun distributeur du tout. Non, zéro. Oui, donc forcément, si en plus on veut lâcher un petit billet, passer à la boulangerie potentiellement le matin, garder un peu de monnaie, le réflexe est plus compliqué. Et bien, ce que je sais, évidemment, c'est qu'à la boulangerie, pareil, des petits achats, la baguette, nous c'est l'espresso, mais des petits achats, inutile de vous dire que ça se fait de plus en plus avec la carte bleue, quoi. Bien sûr. Et voilà. Gilles, avant que vous filiez votre service, parce que vous allez pas tarder là dans une vingtaine de minutes, quel est le nom de votre restaurant? Le planchot, pour de nouveau un rappel rugbystique, j'étais c'est en Occitan, c'est le bout de bois, littéralement, c'est lié au trophée que tout rugbyman rêve de toucher et qu'on a eu la chance nous de toucher lorsque j'encadrais une équipe de jeunes fougueux il y a 7 ans. Je m'étais mis en dehors du terrain et là je reviens sur le pré avec grand plaisir, avec la même bande et puis d'autres joyeux lurons pleins de motivation et on s'y remet dans le planchot à Pépieux. Planchot à Pépieux. Et là, si j'y vais ce midi, qu'est-ce qu'on mange de bon, Gilles? Parce que moi je suis lancé là, faut pas me parler de nourriture, parce que là on peut rester ensemble jusqu'à 13h, je fais le service avec vous, mon cher Gilles. Je suis en train de les saler, de les préparer, donc entrecôte française évidemment, à peu près 500 grammes avec frites maison. Oh là là, Gilles, vous me régalez. Gilles, je vais venir à Pépieux cet été, c'est une promesse que je vous fais. Avec grand plaisir. Je vais venir tester, je vais venir au planchot. Tous les jeudis soirs, c'est musique. J'adore. Solo, trio, tous les jeudis. Merci beaucoup, mon cher Gilles, et bon courage pour votre service. Et le planchot du côté de Pépieux, allez-y, parce que vous avez la certitude d'avoir un proprio sympa, un restaurateur génial, et en plus des entrecôtes fantastiques. Merci beaucoup, mon cher Gilles, d'avoir été avec nous et d'avoir composé le 0826 300. Mais Gilles, heureusement qu'il a la bonne humeur, heureusement qu'il est sympathique, heureusement qu'il aime son métier, parce que c'est ce qu'il dit. Les heures, le défaut, le fait que, mine de rien, vous avez aussi la réalité du pays. Je vais pas utiliser l'expression pays réel, très contestée dans le paysage littéraire français, mais c'est-à-dire que vous avez un pays qui n'a pas, et un village qui n'a pas de distributeur automatique, donc même la monnaie, en réalité, la tradition se perd parce que derrière, vous n'avez plus d'institutions, vous n'avez plus rien pour permettre ça. C'est tout un mode de vie en réalité qui disparaît. C'est ça, c'est les petits villages du sud. Moi, je sais quand je vais chez ma grand-mère, dans le sud, un peu en dessous Béziers, vous avez un village. C'est encore un des rares villages où vous avez la place, les jeunes qui jouent au foot. Vous avez le restaurant du village qui est le restaurant du village, c'est-à-dire tout le monde y va le midi, mais qui est en face de la boulangerie. Donc peut-être que voilà le principe de la monnaie courante, la monnaie, le petit portefeuille juste après avoir acheté le journal local, c'est aussi, on va dire, une image du village français. C'est comme ça que ça se passe encore du côté de Maison Lafitte, mon cher Jacques, ou pas? Écoutez, je le pense aussi, mais ce qui est certain, c'est que si jamais le gouvernement se met dans l'idée d'aller taxer, je dirais, ces petits revenus, il va déclencher la colère, et je crois que c'est une mauvaise. Un, ça va rapporter que dalle, et deux, ça va déclencher la colère de nos concitoyens.
Il y a un moment où il faut savoir être intelligent quand on gouverne. Parfois, j'ai des doutes. Ça, on avait compris que vous aviez des doutes, mon cher Jacques. Lucas, non, mais sur la tradition peut-être qui se perd, en fait, c'est tout un contexte. Alors, sur la question de l'exonération fiscale, effectivement, ce serait du délire. Ce serait un petit peu comme revenir sur l'exonération fiscale sur les dons aux associations. Enfin, ce serait très bizarre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une disparité selon si le resto est dans la France périphérique, comme on dit, ou s'il est à Paris, par rapport aux distributeurs. Moi, je voulais aussi souligner le fait qu'il y a tout de même parfois une forme d'injustice dans la question des pourboires, c'est-à-dire que dans les grands restaurants parisiens, avec une grande clientèle, une clientèle qui a pour le coup beaucoup de pouvoir d'achat, donner le pourboire, c'est presque un acte social. Voilà, c'est presque montrer que je donne beaucoup de pouvoir. Dans d'autres endroits, c'est compliqué de donner du pourboire. Parfois, on peut aussi manifester notre sympathie pour le serveur autrement qu'avec du pourboire. Je dis pas qu'il faut pas en donner, bien sûr. Et ça me fait penser aussi que on a cette tradition vis-à-vis des restaurants. Là, par exemple, pas avec la restauration rapide. Or, on sait que la restauration rapide, c'est très précaire également. Quand on va à McDo, quand on va, on n'a pas l'habitude. Oui, mais oui. On les voit différemment. On les voit un petit peu comme des machines qui seraient pas des serveurs ou des restaurateurs. Or, pourtant, pour l'avoir connu, c'est tout aussi précaire que le service dans un restaurant. Donc, je pense que quitte à promouvoir les pourboires, on devrait le généraliser encore plus sur des métiers du quotidien. Oui, surtout que vous parliez de la comparaison peut-être avec d'autres pays. C'est très frappant quand vous voyagez un tout petit peu, surtout en Europe. Il y a des endroits où c'est vraiment dans la nature. Vous ne sortez pas si vous donnez pas un petit plus 10%, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Italie peut-être un peu moins, en Crète, en Grèce. Mais oui. Alors c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus la généralisation du liquide, mais il y a même entre les restaurateurs et les habitants l'impression d'un pacte tacite où vous ne pouvez pas partir, ou en tout cas c'est très mal vu si vous mettez pas les quelques euros en plus par principe, parce que quand on vient au restaurant, on remercie pratiquement avec cet acte-là le restaurateur, Alexandra Spinner. C'est très frappant, et ça on l'a moins. Peut-être qu'on est habitué, on a un côté en France, nous sommes la cuisine française, donc on n'a pas ce réflexe de gratification vis-à-vis de celui qui nous a servi. Je pense que vous êtes injuste, Maxime. Je pense qu'au contraire, c'est souvent le cas. Oui, d'accord. Voilà, je vous le dis. Donc ça c'est dit. Non, je crois que les Français sont au contraire très généreux. Je pense. Et quand vous parliez des grands restaurants, évidemment que le pourboire, il est proportionnel à la note. C'est évident que quand vous avez une note à plusieurs chiffres, le pourboire est en conséquence. Et quand vous prenez votre café, c'est quelques pièces. Mais je crois vraiment que les Français sont généreux, que c'est une tradition française. Et je crois même qu'il y a des pays où le pourboire n'existe pas. Ouais. Autre problème. Oui. mais c'est vrai que là où vous aviez raison, c'est qu'il faudrait vraiment pas mettre un coup d'arrêt à cette générosité des Français, y compris. Donc là, on parle évidemment des serveurs et ils doivent être soutenus. Non, mais plus, pardon, que la générosité, c'est le système derrière. Même sur la question des dons aux associations, vous avez vu la préoccupation extrêmement forte des associations qui sont bien souvent, puisqu'on parlait de cet art de vivre à la française, qui sont bien souvent des structures très importantes, y compris en milieu rural, qui se substituent aux services publics qui sont parfois déliquescents. Et donc, je suis très inquiet de ces mesures-là. Donc, on sera très vigilant dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances qui arrive à la rentrée. En tout cas, les socialistes seront très vigilants sur cette question-là. Bien sûr. Et surtout que c'est vrai que c'est un réflexe vraiment de la monnaie. C'est peut-être le fond du débat. Et vous parliez de système plus que la générosité française. C'est tous ceux qui bénéficient de ce système. Je pense notamment à certaines plages qui ont décidé d'arrêter les vendeurs itinérants sur les plages. Beaucoup d'étudiants qui profitaient de ça, et je sais qu'on en a parlé, Alexandra était là quand on a évoqué le sujet. Non seulement on touche à une certaine nostalgie profonde, c'était important, mais on touche aussi à énormément de petits métiers que font les jeunes en plus, qui n'ont pas peur de bosser, parce que pour aller, on va dire, croupir sous la chaleur pendant des après-midi et des après-midi sur les grandes plages du Sud pour vendre avec trucs qui pèsent une tonne, si vous voulez, quelques chouchous, ou du Nord, c'est plus rare sur les plages. Nous avons de plus en plus de touristes. Les chichis sur la plage du Sud, c'est incontournable, mais donc en plus on casse un système de gens justement qui voulaient travailler de façon intense pendant les trucs. Donc moi j'adore la critique récurrente de dire les jeunes ne veulent pas bosser. Enfin, ne veulent pas bosser. Si on supprime à peu près tout ce qui est à leur disposition, forcément ça devient un peu plus compliqué. 0826 300 300 pour participer à nos conversations. Dans un instant, vos grands débats de l'été se poursuivent avec les coups de cœur et les coups de gueule. Je sais que vous l'attendiez. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Dernière ligne droite de vos grands débats de l'été avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Alexandra Spinner, Baptiste Ménard, Lucas Planaverne, Jacques Millard. Je commence par vous, peut-être, mon cher Jacques, sur les coups de cœur et coups de gueule. Vous aviez envie de nous parler. De quoi aviez-vous envie de nous parler, mon cher Jacques ?
Eh bien, c'est très des coups de gueule, ça vous m'avait fait rire. C'est les coups de gueule contre les... J'adore. Contre les salons de massage. Oui, pourquoi? Les salons de massage qui éclosent, écoutez un instant, qui éclosent un peu partout, avec des vitrines très aguichantes et qui sont un peu sur toutes nos villes. Et on a vraiment le sentiment que derrière, il y a, je dirais, presque une mafia qui est en train d'essayer de s'installer un peu partout. Alors moi, il ne s'agit pas de jouer, je dirais, les pères, la morale. Ça ne me regarde pas. Mais ce qui est véritablement un problème, c'est que lorsque vous avez un salon de massage à 30 mètres d'une école, et avec, comme je le dis, une vitrine très aguichante, on peut quand même se poser des questions. Et je suis assailli de questions. Pourquoi vous ne faites pas fermer? Eh bien, je peux vous dire que c'est un sacré problème. Pourquoi, parce que Jacques? sur le plan de l'urbanisme, ça ne fonctionne pas parce que derrière, on n'a pas de suivi au niveau de la justice et qu'ensuite, il faut apporter des preuves et qu'il y a des procès qui risquent de débuter. Donc, on a un problème et donc, comme je le dis, je ne veux pas jouer les pères la morale, moi, ça ne me regarde pas, mais il y a un moment, il faudrait qu'on ait les moyens de mettre un terme à ce genre de génération spontanée de salons de massage qui sont en train de submerger nos villes. Mais le maire n'a aucun pouvoir avant l'installation de ces salons de massage. Nada. Je peux vous dire, vous commencez avec l'urbanisme, vous continuez avec la possibilité d'avoir, je dirais, des preuves parce que c'est du proxénétisme. Et en réalité, eh bien, je peux vous dire que vous êtes parti pour de longues difficultés et que vous n'arrivez pas. Et j'en ai saisi le préfet pour rien vous cacher. Eh ben, merci beaucoup, Jacques, de vous battre contre ces salons de massage qui pullulent un peu partout. Et vous l'avez dit de façon très polie, mais la vraie question, surtout des salons de massage, c'est que la plupart du temps, ils ne se contentent pas de masser, et c'est surtout que devant une école, on comprend mieux que cela pose problème. Baptiste Mélard, un coup de gueule là aussi, signalement de la maltraitance animale en forte hausse, malheureusement comme chaque été. Quand c'est pas les abandons, c'est aussi la maltraitance. Absolument, et mon département du Nord est concerné, de même que le Pas-de-Calais, les Bouches du Rhône. Nous avons une ligne nationale, le 3677, qui permet à n'importe qui sur tout le territoire national de signaler des cas de maltraitance. Ils sont en très forte hausse, négligence, cruauté. Alors ça recouvre aussi des réalités sociales parfois difficiles. Vous savez que les gens qui sont en situation de précarité, qui ont du mal à se nourrir, eh bien, ont parfois aussi du mal à nourrir leur animal, à le soigner. Donc voilà, c'est une alerte que je donne. Mais là, j'évoquais aussi le cas parce que j'avais discuté avec une association, notamment dans mon département et la LPA, mais voilà, donc une alerte parce que ce n'est pas acceptable, que c'est puni pénalement et que nous devons faire respecter cela, puisque j'ai cru comprendre que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, était particulièrement mobilisé cet été, bien qu'il soit bien vigilant aussi à ce sujet-là, qui nous concerne comme tous les autres. Merci beaucoup. J'avais aussi un coup de cœur, mais j'ai pas osé le faire parce que nous n'avons pas assez de temps, mais les 2 millions de signatures pour la pétition contre la loi je le sais, c'est la une de tous les journaux, radio, télé, écrits. C'est un petit clin d'œil, voilà. Bien sûr. Alexandra Skinner. Là aussi, un coup de gueule, je le crains. Un coup de gueule, un coup de gueule. Il va falloir mettre de la bonne humeur. Vous allez me déprimer pour la dernière heure, mais c'est pas grave, on garde la pêche. Des militantes pro-palestiniennes de l'association Capijou Euro-Palestine ont perturbé hier une messe à l'église de la Madeleine. Alors, évidemment, elles ne se sont pas mobilisées pour les chrétiens d'Orient, ni même pour les Druzes, ou pour les catholiques du Nigeria, ou encore pour les Yézidis. Mais pour l'extrême gauche, Gaza, c'est le moyen de remettre en cause les structures de la société. Ce n'est pas de l'humanisme, c'est de l'idéologie. Il y a une forme de terreur militante. Elles se sont donc introduites dans l'église sans crier gare. Et puis, au moment sacré de la communion, elles ont surgi avec leur kéfier. Alors il y a une forme d'oppression de chacun, il y a un lieu pour tout, je pense. Ces militants ne cherchent pas à convaincre, mais à imposer. Et ils cherchent surtout à trouver des prétextes pour renverser la société. Et j'étais très choquée. Jusque dans l'intimité d'une messe, visiblement. Voilà, qui est quand même un lieu sacré. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a même plus le respect de ces lieux. Et
tout particulièrement à l'église de la Madeleine, où la messe était co-célébrée par un prêtre d'origine libanaise. Quand on connaît la situation des chrétiens Liban actuellement et du chrétien d'Orient, des chrétiens d'Orient, tout ça est juste ridicule. Donc ça n'est pas, c'est juste un prétexte idéologique où on met Gaza à toutes les sauces. On les a pas entendus quand le régime syrien a massacré des Druzes. On ne les entend pas pour les Yézidis. On ne les entend pas plus pour le Soudan, où il y a quand même des massacres terribles. Donc voilà, Ni en Arménie, d'ailleurs, on n'avait pas beaucoup parlé. Oui, alors non, mais alors pour l'Arménie encore moins, évidemment. Donc c'est cette gauche radicale qui est contre l'Église, contre l'ordre établi, qui est aussi l'idiote utile des islamistes. Donc voilà, j'ai trouvé ces images absolument terribles. Plus aucun lieu n'est sacré et plus aucun lieu n'est épargné par cette frange extrémiste de la gauche. Ça c'est dit, le parler vrai d'Alexandra Spinner sur ce sujet. Lucas Planaverne, vous finissez, vous concluez ce cours de table. Là aussi, on sent qu'on est lundi, c'est-à-dire que le week-end visiblement a été un peu agressif, donc on relâche la pression de Sud Radio. C'est un coup de gueule aussi, mais alors lui il me fait plaisir, ça me fait du bien. Commémoration des JO de Paris, trop c'est trop. Oui, non, mais c'est ça, au risque de passer pour un aigri, je voulais parler de ce sujet qui m'agace énormément ces derniers jours. Donc cette commémoration des JO de Paris, bon, c'est vrai, l'événement a été réussi, la France a brillé aux yeux du monde, le désastre sécuritaire a été évité, dont acte. Il faudrait d'abord rappeler que le mérite de la réussite de cet événement revient aux nombreux bénévoles, revient évidemment aux forces de l'ordre. Alors je vois pas du tout pourquoi nos élites se paradent de la sorte, pourquoi Emmanuel Macron, le gouvernement et la mairie de Paris en font des caisses là-dessus. Paris, la Tour Eiffel, dit 2 anneaux, dépenser vidéo du président de la République un peu controversée d'ailleurs. Bien sûr, dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des célébrations bidons, alors que le budget des JO a déjà explosé et que celui des sports est diminué de 17% en 2026. Je trouve ça complètement ridicule. En réalité, l'exécutif et la ville de Paris reproduisent un petit peu ce qu'ils avaient déjà fait avec la reconstruction de Notre-Dame, c'est-à-dire qu'ils vantent leur succès pour mieux camoufler leurs échecs. Alors oui, la France a vibré durant la parenthèse enchantée des JO, mais un an après, les tensions sont largement revenues, la société est plus fracturée que jamais, les institutions plus instables que jamais. Cet été, des CRS sont déployés partout en France. Bref, on est en 2025 et plutôt que de feindre une fausse nostalgie autour d'un événement qui date de l'année dernière, je pense que on devrait mieux nous concentrer sur nos problèmes de cette année. Mais ça c'est dit aussi, Lucas Planaverne, sur cette note. Ah, Jacques Millard, oui, un mot sur ça. Oui, ben moi j'ai toujours dit, et j'ai été frappé, bon, on va pas revenir, les Jeux Olympiques, ça a été un ersatz de l'unité nationale. Alors là, on est tous unis, et puis ensuite Non, ça a été un beau moment de ferveur, Jacques. Comment ? Ça a été un beau moment de ferveur nationale. Ça a été un bon moment, mais cela étant, vous parliez tout à l'heure de la défense, et ben je peux vous dire que c'est beaucoup plus sérieux. Oui, non, mais ça c'est sûr. Merci à tous d'avoir été avec moi dans cette émission. Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Baptiste Ménard, président de l'UR républicaine, membre du Conseil national du Parti socialiste et adjoint au maire de Mons-en-Barœul. Lucas Planaverne, journaliste du Journal du Dimanche. Et Jacques Millard, maire de Maison Lafitte et auteur de Bye Bye Démocratie. Bye bye aussi la nostalgie des JO, Jacques. On en a marre, on n'en peut plus. Il faut arrêter avec ça. Ouais, mais c'est un bon moment, mais il faut pas non plus exagérer. Oui, mais c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, les journaux, la météo, le tour du tour pour le bilan du Tour de France qui s'est achevé en apothéose hier à Paris. C'était magnifique. Voilà, ça c'était magnifique. C'était pas les JO, mais c'était extraordinaire. Ce coup de cœur là. Le reste de l'actualité, à partir de 12h30, grand entretien avec celui qui se bat depuis des années et des années pour justement qu'on s'intéresse au contenu de ce qui avait été pendant un temps les fameux cahiers de doléances en France, alors qu'on s'inquiète sans cesse d'un retour d'une grande mobilisation populaire à partir de septembre. Peut-être intéressons-nous déjà à ce qu'ont dit les Français dans les fameux cahiers dont c'est vrai, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles. À tout de suite sur Sud Radio.